Voilà, bonjour à tous chers compatriotes, vous tous qui êtes en ce moment ici branchés sur www.telechangu.com, la web TV de la culture de l'excellence. Vous tous également qui nous suivez sur www.kousouanika.com, eh bien vous avez bien remarqué, je suis au Palais Egmont, nous sommes là à Bruxelles. Ici se tient le forum économique congolais dans l'Union européenne, forum organisé par l'ambassade de la République démocratique du Congo près les royaumes de Belgique, des Pays-Bas et du Grand-Duché du Luxembourg. Alors, cette rencontre a été rehaussée par la présence de plusieurs ministres qui sont venus de la République démocratique du Congo, notamment le ministre du Plan Célestin Vunabandi, le ministre de l'économie et commerce, M. Jean-Paul Nemoyato. J'ai pu reconnaître également celui de l'industrie petites et moyennes entreprises, M. Rémi Moussoungaï, et bien sûr également celui du Plan, Monsieur Kitebi. Eh bien, la diaspora a pu poser toutes les questions ayant trait au développement économique de la République démocratique du Congo, mais beaucoup plus également en ce qui concerne la relation entre le gouvernement congolais et sa diaspora. D'ailleurs, ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'il y a une nouvelle acception même du concept. On aimerait bien qu'on parle plus des Congolais résidant à l'étranger ou des Congolais de l'étranger que de la diaspora congolaise. Alors, c'était vraiment des échanges qui ont été très courtois, en même temps aussi très directs et très sincères. Vous aurez donc des précisions dans nos prochaines livraisons. Mais ce qui est important pour le moment, c'est que je vous propose l'interview que nous a accordé le ministre de l'Industrie Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur Rémi Moussoungaï. Eh bien, il a été question justement des possibilités d'investissement, de création d'industries en République démocratique du Congo. Vous êtes le ministre congolais de l'industrie petites et moyennes entreprises et vous êtes ici dans le cadre du forum économique congolais dans la diaspora. Finalement, quel est l'état des lieux de l'industrie congolaise et qu'est-ce que vous êtes en train de dire ou vous avez prévu de dire à vos compatriotes et à tous ceux qui veulent se sensibiliser par rapport à la République démocratique du Congo? Mais je commence par vous dire que la République démocratique du Congo a un hymne national des boucs congolais. Les Congolais, ceux qui sont au Congo et ceux qui sont ici, et ceux qui choisissent le Congo comme étant leur seconde patrie, sont des Congolais. Nous devons tous nous mettre debout parce que le décollage a commencé et l'industrie commence à décoller grâce aux efforts personnels de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, et de quelle manière je viens de le développer tout à l'heure. Il y a la relance des industries qui étaient en difficulté et il y a la création même de nouvelles industries dans les zones économiques spéciales. Et le président de la République vient d'accorder un fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises qui constituent la pépinière même de la grande industrie. C'est pour vous dire que tout est mis en œuvre pour que l'industrie joue pleinement son rôle de secteur porteur de croissance. Mais justement, vous avez parlé des industries que vous avez mises en place, d'autres que vous êtes en train de ressusciter. Mais est-ce que vous pouvez les citer? Est-ce que pour le commun des mortels, c'est peut-être, voilà, ça devient un peu flou dans une certaine mesure. Est-ce que vous avez des cas concrets, des industries que vous avez mises en place et qui fonctionnent et celles que vous avez ressuscitées? Mais j'appartiens à un gouvernement communément appelé gouvernement des résultats. Je vais illustrer mon propos de tout à l'heure par des cas concrets. Vous avez le complexe sidérurgique de Maluku qui est en train de renaître de ses cendres parce que nous venons de signer conjointement avec ma collègue du portefeuille un contrat de concession avec la société américaine Global. C'est un cas concret. Ça, c'est en ce qui concerne une industrie publique. Et aussi la cimenterie nationale qui a bénéficié du gouvernement de la République sur fonds propres d'une somme importante pour sa relance. Concernant les industries privées, j'ai parlé de la sacherie de Kisantu. Donc,
une industrie d'emballage que le gouvernement actuel vient de relancer sur instruction personnelle du chef de l'État. J'ai parlé également de la biscuiterie de soya de Kananga, qui sont des initiatives privées et qui viennent maintenant d'être opérationnelles. Il y a reprise de production et d'activité. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, par rapport à tout ça, et surtout en ce qui concerne votre domaine, combien d'emplois vous avez, par exemple, pu créer pour donner justement du travail aux gens? Mais vous savez, avec l'expérience que je mène dans la zone économique spéciale pilote de Maluku, j'ai en perspective 7000 emplois qui doivent être créés. Et là où nous avons réussi à relancer des entreprises en difficulté, comme à Kisantu, où le personnel était en congé technique pendant 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde a repris le travail. C'est pour vous dire que les choses sérieuses ont commencé. Nous sommes maintenant en train de travailler et le travail produit déjà des fruits. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une entreprise de sachets à Kisantu. Pour le commun de mortels, on sait que Kinshasa connaît de sérieux problèmes de salubrité justement par rapport aux sachets. On est en train de combattre des sachets avec des entreprises sénégalaises ou ouest-africaines qui sont installées à Kinshasa, mais vous-même vous financez des industries de sachets. Est-ce que vous ne trouvez pas quelque part il y a une contradiction dans les objectifs? Pas du tout, ce sont des emballages en papier. En papier. Qui se dégradent très facilement. Il n'y a pas d'emballage en plastique qui sont tolérés. Et dernière petite question, vous êtes ici dans la diaspora. Quelle est la politique de votre ministère par rapport au projet d'investissement, disons en termes industriels, de vos compatriotes de la diaspora qui veulent faire des choses au Congo et qui se plaignent très souvent de beaucoup de tracasseries et beaucoup aussi de crocs en jambes? Mais vous avez entendu le ministre de l'économie et commerce vous parler d'un cas d'un compatriote qui vient de la Grande-Bretagne avec un projet agroalimentaire qui a bénéficié d'un financement de plus de 300 000 $ de la part du gouvernement de la République. C'est pour dire que mes compatriotes qui sont dans la diaspora doivent joindre leurs efforts aux nôtres pour que le décollage de notre pays soit chose effective. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci. Voilà, c'était donc M. Rémy Musungai, ministre congolais de l'industrie, petites et moyennes entreprises. Eh bien, chacun peut en tout cas se faire son idée. Mais je vais vous présenter, pour proposer également l'interview que nous avons eue avec le ministre de l'économie, M. Jean-Paul Nemoyato. Mais avant, une dame a eu un problème, disons, enfin une situation concrète qu'elle a essayé un peu de proposer au ministre. Elle a eu la réponse qu'elle a eue. Nous allons donc la recevoir. C'est donc Madame Chamala. Madame, vous pouvez venir vers moi. Alors, vous avez parlé d'un projet d'un hôpital en République démocratique du Congo, à Kinshasa plus précisément. Vous avez parlé de certains problèmes. Est-ce que vous avez eu une oreille attentive? Est-ce que finalement le problème est réglé? J'ai effectivement eu une oreille attentive. La plupart des ministres concernés m'ont effectivement abordé et demandé les documents nécessaires que nous avons déjà en possession. Et normalement, d'ici la fin de cette journée, tout est censé être fait. Tout est censé être fait. Je vais vous proposer d'ailleurs l'intervention de madame. C'était en pleine conférence. Je vous propose également la réaction du ministre. Et puis, je reviens tout à l'heure à vous. Merci. Nous avons construit un hôpital à Kinkole. Ça fait 5 ans que nous sommes dans le projet. Les bâtiments sont finis. Et actuellement, on achemine du matériel. Et c'est un casse-tête au niveau de la douane. Je suis content d'entendre ce que vous dites. Mais en ce moment où je vous parle, on a un conteneur de 40 pieds qui est bloqué à la douane et on nous demande 11 000 $. Sans oublier que nous avons déjà sorti 2 conteneurs il y a 2 mois. On a dépensé plus de 20 000 $ pour des objets que nous recevons ici sous forme de dons. Et s'il faut payer ces sommes, nous ne sommes pas subsidiés. Ce sont les efforts des diasporas que nous faisons avec le peu de salaire que nous avons. Et payer ces sommes pour aider la population, je ne sais pas. Alors moi, ma question est de pouvoir avoir une personne
de contact. Le ministre du Plan a parlé de l'arrêté. On a dépensé 5 000 € pour un arrêté qu'on n'a jamais reçu jusqu'à ce jour. Merci, madame. Donc, madame, merci beaucoup pour la question. Je constate qu'elle intéresse beaucoup d'amis ici dans la salle. C'est donc une question importante. En tout cas, je sais que j'ai dit, je le redis, nous encourageons toutes les bonnes volontés, toutes les initiatives de nature à aider le gouvernement à reconstruire la République démocratique du Congo. Donc un projet comme le vôtre, il est le bienvenu. Alors, vous dites, madame, que vous avez entamé les démarches pour l'obtention de l'arrêté, mais vous avez dépensé beaucoup d'argent. L'arrêté, vous ne l'avez jamais eu. Je suis en train aussi de me demander si vous êtes adressé aux personnes à qui il fallait vous adresser. Je vous répète la procédure, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous répète la procédure, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'abord, la première chose, lorsque vous avez une ONG qui doit importer et qui a besoin d'un arrêté qui lui permet justement d'obtenir des facilités administratives et fiscales, il faut d'abord que cette ONG soit identifiée. Ça, c'est la première chose. Identifiée, comme je l'ai dit, il y a d'abord le ministère de la Justice et ensuite il y a un certificat d'agrément du ministère du Plan. Première étape. Lorsque vous avez le certificat d'agrément du ministère du Plan, eh bien, vous introduisez votre projet ou bien votre demande au ministre du Plan qui oriente le dossier à la direction de la coordination des ressources extérieures. Et au niveau de cette direction, il y a un comité qui comprend des experts du ministère des Finances, des experts du ministère du Plan, des experts du ministère des Affaires sociales. C'est ce comité qui étudie le dossier et lorsque le comité estime que tous les éléments sont là et justifie qu'on puisse vous donner ces facilités, eh bien, le projet d'arrêté confectionné est soumis à la signature des ministres. Donc, il faut être sûr que vous êtes adressé aux bonnes personnes et que vous aviez tous les prérequis nécessaires, notamment tous ces documents au niveau de la justice, au niveau du ministère du Plan. Sinon, alors, le risque, c'est quoi? On reconnaît que notre administration, parfois, n'est pas du tout orthodoxe. Et donc, lorsque vous ne vous adressez pas à la bonne personne ou au bon service, le risque, justement, c'est de connaître des désagréments comme ceux que vous avez connus. Pour le reste, j'invite en tout cas les uns et les autres, désormais à suivre la procédure que je vous ai indiquée. Et j'ai dit que si vous suivez cette procédure, un délai maximum d'1 mois est requis pour obtenir l'arrêté. Je pense qu'en suivant madame, elle a posé un problème réel. Un hôpital est déjà construit et on est en train d'acheminer des équipements vers la RDC. Chers collègues, pour faire mieux, nous pouvons peut-être, lorsque nous terminons ces travaux, pour la journée d'aujourd'hui, recevoir madame, parce que nous sommes là pour ça. Oui, madame, nous allons vous recevoir pour que concrètement nous puissions vous aider à trouver solution à ces problèmes. Merci. Merci beaucoup. En fait, lorsque vous importez, vous attendez que la marchandise soit arrivée jusqu'au port de Matadi, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation pour que vous puissiez dédouaner en franchise des droits, ça pose un problème. Ça pose un problème. Je crois que c'est important qu'on s'accorde qu'il y a ce que nous appelons les exonérations du fait de la loi et les exonérations dérogatoires. Ce que vous avez demandé et qui pose des petits problèmes, et même des grands problèmes, c'est le fait que vous avez sollicité une exonération dérogatoire. En principe, lorsque vous avez déjà la couverture de l'arrêté d'exonération, vous n'avez aucun problème. Maintenant, ce que vous devez... Je sais que la question va susciter beaucoup de débats. La question de fond, c'est quoi? Les exonérations constituent une plaie pour les finances publiques. Et beaucoup d'opérateurs économiques, malheureusement, vous êtes de très bonne foi, votre hôpital est bien à Kinkolé, c'est connu,
Mais il y a tellement de gens de mauvaise foi qui, profitant de ces exonérations dérogatoires, profitent pour amener sur le marché des biens en fait, et services qu'ils vendent au prix coûtant, faisant une concurrence déloyale à ceux qui payent normalement les impôts. Et lorsque les impôts ne sont pas payés, croyez-moi, ni route, ni école, ni centre de santé, ni rien du tout. Donc, on a besoin de recettes. Dans le cadre des projets spécifiques, nous accordons des exonérations par le fait de la loi, mais retenez que pour l'année 2012, on a eu pour presque 400 millions de dollars d'exonération et c'est une vraie plaie pour les finances de l'État. C'est une voie qui prive à l'État des moyens de sa politique. Et si vous demandez que votre gouvernement soit performant, l'inverse, c'est que vous devez accepter, dans certaines conditions, de payer normalement les impôts et taxes, y compris les droits et taxes au cordon douanier. Voilà. Merci. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement pour intervenir et dire que c'est un problème d'ordre général qui de plus en plus se pose pour nos compatriotes de la diaspora, qui soit méconnaissent les procédures ou voudraient faire du forcing en étant une fois sur place, espérant coopérer, comme on dit, et quand ça ne se passe pas bien, continuer à colporter selon une certaine réputation qui s'est établie ici de tracasserie quand le forcing n'a pas réussi. Il y a pourtant ici un certain nombre de compatriotes qui ont établi ces démarches-là, qui ont effectué ces démarches-là, et qui pourraient commencer par l'ambassade. C'est aussi simple que ça. Il y a une section économique à l'ambassade qui pourrait vous guider, vous orienter et faire un travail préalable à l'ANAPI ou à différents ministères, de sorte que vous évitiez de tomber dans le piège des prédateurs qui n'attendent que votre méconnaissance de procédure pour vous prendre de l'argent. Le tort est partagé. C'est vrai qu'il y a des déficiences au niveau de l'administration au pays, mais il y a aussi des pratiques ici qui sont à la base d'un certain nombre de comportements qui, comme dans le domaine de la monnaie, la mauvaise chassant la bonne, les bons investisseurs, ceux qui s'identifient comme, selon la procédure rappelée par le ministre du Plan, sont parfois victimes de mauvais comportements de certains qui ont bénéficié en franchise de douane d'énormément d'exonérations entre guillemets, mais qui en fait était un commerce établi ici pour un certain nombre de biens sous couvert du non lucratif, mais qui finissait sur la place marchande. Donc, chers compatriotes, les structures que l'État établit à l'extérieur ont un rôle à jouer. Parfois, vous passez outre, là où vous pourriez avoir d'abord une gratuité des services. Nous orientons énormément de gens qui auraient pu faire un certain nombre d'études de faisabilité qui leur coûteraient cher. Deuxièmement, une garantie, parce que nous convoyons vos demandes à travers des lettres que nous adressons aux autorités. Nous sommes le prolongement de l'État en tant qu'ambassade. Et donc, parfois, vous ne donnez pas du travail à votre ambassade, et quand ça passe mal, le forum, c'est seulement une année qu'on a la chance d'avoir le ministre en face. Mais après, entre-temps, il faudra attendre l'année prochaine pour poser. C'est vrai, vous aurez peut-être gain de cause, Madame Tchamala, à traiter du cas par cas parce que vous avez cette chance-là. Combien n'ont pas été au courant de ces forums? Combien n'auront pas la chance d'être là pour que le problème soit traité? Traitons les problèmes de façon plus moderne en nous adressant aux structures habilitées. Voilà. Merci, Excellence. Alors, on va encore prendre une question par là. Voilà, c'était un peu ça, mais est-ce que quelque part, bon, vous avez proposé un problème apparemment, c'est comme si vous-même, vous n'aviez pas maîtrisé tous les canaux pour arriver à une solution où vous estimez que non, ce sont les ministres qui n'ont pas dit la vérité. Ici, on dit la vérité, tout le monde vous suit. Voilà. Bon, ça, c'était des hypothèses qui donnaient, hein, que probablement vous n'avez pas eu ceci, mais j'ai tous les documents, on a tous les documents, sauf l'arrêté, donc je disais, qui manquait dans le document, parce qu'on a fait les démarches pour, mais avec le montant que je vous ai dit qui ont été dépensés, malheureusement, on n'avait pas eu cet arrêté, mais tous les autres documents de la justice et tout sont en notre possession. Donc,
Voilà, ça c'était un peu pour Et finalement, quelle est votre appréciation globale de cette rencontre du troisième ou de la troisième édition du Forum économique congolais dans l'Union européenne? J'ai une impression positive, non pas parce qu'ils ont solutionné mon problème, mais plutôt parce que ça a été un échange. Et je pense que c'est important, ça fait partie du combat pour notre pays. Nous représentons une population qu'on appelle diaspora pour le moment et je pense qu'on a besoin de pouvoir échanger. Nous avons manifesté que nous n'étions pas contents pour X, Y chose parce que nous voulons des avancées dans notre pays. Et je pense qu'on a été entendus, je pense qu'on a été considérés pour le moment et on voit le poids. Ça a été dit dans la conférence, le poids que représente la diaspora et je pense que nous devons maintenant changer la manière d'approcher les situations et les problèmes du Congo et de pouvoir aller au front de manière différente, chacun dans son domaine, chacun dans sa manière, dans sa spécialisation et je pense que c'est nécessaire pour notre population. Donc j'ai quand même un avis très positif par rapport à la conférence qui a été un échange. Et j'espère maintenant que le suivi sera fait et qu'il y aura des retombées surtout sur notre population. Voilà, c'est donc le message de Mme Tchamala qu'on retient justement. C'était en tout cas quelque chose de bien. On espère que ça ira dans les prochains jours. En République démocratique du Congo, c'est comme un match de rugby. Hein. Vous mettez un essai, on dit mais il faut en tout cas encore le transformer. Et c'est ce qu'on va. On attend des décideurs politiques en République démocratique du Congo. Mais ce qui est vrai, c'est que je confirme, c'était un débat à la fois courtois, direct et très sincère entre le public composé par les Congolais de l'étranger ou de la diaspora et les ministres qui sont venus de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, pour terminer cette petite tranche d'émission, nous avons pu également avoir l'interview du ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato. Eh bien, nous allons vous la proposer et puis on se retrouve tout à l'heure. Le débat de tout à l'heure me conduit à changer d'appellation. Ce sont des Congolais résidant à l'étranger. Et donc, en tant que Congolais, ils ont droit de poser des questions sur la manière dont nous gérons le pays. Et surtout, nous avons l'obligation de les écouter pour que nous puissions voir comment nous pouvons utiliser l'expertise qu'ils détiennent pour qu'ils contribuent, n'est-ce pas, en fait, aux efforts de reconstruction du pays. Le problème qui les touche à cœur et qui doit attirer l'attention des autorités congolaises, ils sont quand même un peu frustrés des dispositions de l'article 10 de la Constitution qui, en fait, parce que parmi eux, ce n'est pas un secret, certains ont pris les nationalités des pays d'accueil. Mais ils restent congolais de par leurs origines. Mais les dispositions donc de la Constitution que j'ai évoquées leur privent quand même d'un certain nombre de droits. J'ai adhéré à l'idée qu'en attendant, on peut leur accorder un statut particulier. Hein, donc ça, nous allons faire rapport aux autorités compétentes pour qu'on essaye d'y réfléchir. Mais ce qui est important est que nous puissions nous retrouver, comme le ministre du Plan faisant la restitution de l'entretien qu'il a eu avec les Congolais de l'étranger qui vivent en Suisse, ont souhaité que, par exemple, dans les mois qui suivent, nous puissions organiser une sorte de table ronde donc à Kinshasa, où les Congolais de l'étranger vont venir participer à cette table ronde pour que nous puissions mettre en place des mécanismes qui puissent nous aider à utiliser l'expertise qu'ils détiennent. Mais aussi, nous avons un message à donner aux Congolais qui sont à l'étranger. Et ils doivent nous aider à les aider. Donc, nous souhaitons, on va leur dire tout à l'heure, qu'ils doivent d'abord se fédérer au niveau des pays d'accueil et aussi identifier les différentes activités qui les intéressent selon ce qu'ils font, de sorte que nous puissions savoir
comment ils peuvent, s'ils veulent, rentrer au pays et que nous puissions les réinsérer dans les activités qu'ils auront eux-mêmes choisies. Parce qu'en cette matière, nous ne pouvons pas les imposer à faire ce dont ils n'ont peut-être pas l'aptitude. Ceux qui sont des médecins, on va voir comment on peut les aider à créer des structures hospitalières au pays. Ceux qui sont dans le filière agro-industrie, on va voir s'ils ont des projets, comment on peut les aider et ainsi de suite. Ceux qui font des activités purement commerciales, on peut aussi savoir ils sont à combien, quels sont leurs projets et comment on peut les encadrer. Mais dans tout ça, il y a aussi des contraintes qui sont liées à l'organisation étatique actuelle, c'est-à-dire que, par exemple, en termes de création d'entreprises, il y a des crocs en jambes, surtout aussi il y a un certain regard de vos services, hein. Je ne parle pas seulement de vous, mais dans d'autres ministères aussi, surtout par rapport aux gens de la diaspora, il y a la corruption. Vous avez suivi, nous sommes dans un processus de réforme, n'est-ce pas, de doing business. La création d'entreprises aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème. Nous avons donc installé le guichet unique de création d'entreprises. Peut-être les problèmes qu'il pose ici, c'est peut-être il y en a qui n'ont pas encore, ils ne connaissent pas l'arsenal légal législatif en cette matière. Je concède à l'idée, par exemple au niveau de nos ambassades, on crée des bureaux, donc des sections de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, pour que au niveau des ambassades, lorsqu'ils arrivent, ils ont des projets, ils peuvent déjà être orientés à partir de pays comme la Belgique, la France. La section de l'ANAPI peut leur dire ce qu'il faut faire pour créer une entreprise. Mais à Kinshasa, ça ne pose plus aucun problème parce que nous avons le guichet unique de création d'entreprise. C'était le ministre congolais de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato. Voilà, avant de finir cette tranche d'émission, comme je vous le disais, je suis avec Madame Caroline Mawanji, si je ne m'abuse. Donc, elle est l'administrateur délégué de ligne maritime congolaise, ancienne SEMZ. Et donc, vous êtes également ici, vous avez participé à ce forum. Finalement, vous, en tant qu'entreprise congolaise, qu'est-ce que vous avez pu retenir et quel message avez-vous par rapport à ce qui vient de se passer ici ? Alors, de tout d'abord, je dois féliciter les organisateurs, spécialement l'ambassadeur Mova, et féliciter aussi le gouvernement qui a eu à déplacer près de 4 ministres pour participer au forum, ainsi que tous les participants à ce forum pour l'intérêt qu'ils ont eu à y participer. Nous, comme entreprise de transport, notre intérêt est de pouvoir gérer les flux qui doivent provenir de tous ces contacts entre la Belgique ou l'Union européenne et la RDC. Comme vous le savez, le trafic entre la RDC et l'Union européenne n'est pas assuré seulement par les lignes maritimes congolaises, mais par tous les armements de 27 pays membres de l'Union européenne. Donc, dans ce cadre-là, nous avons tout intérêt à obtenir toutes les informations à la source pour que nous puissions l'intégrer dans notre plan d'action. Voilà, mais pour une autre information, ce que je dois dire, que le pays a des perspectives louables, et que nos frères et nos sœurs de l'étranger doivent se saisir de toutes ces opportunités. Aujourd'hui... Mais vous-même, au niveau de la compagnie maritime, comment voyez-vous l'implication de la diaspora congolaise ? Bon, je prends le cas, par exemple, il y a un grand projet de construction de Grand Inga. C'est un méga projet de 8 milliards de dollars. Avec ces 8 milliards de dollars, ça signifie que si chacun de nous s'implique sérieusement, moi je suis transporteur, moi, je vais assurer le transport. Mais il y a toutes les interventions qui peuvent participer à ces méga projets de 8 milliards de dollars. Donc, ne laissons pas les autres venir prendre les 8 milliards de dollars et nous allons à pleurer. C'est-à-dire que chacun de nous peut intervenir dans ces projets de 8 milliards de dollars. Comme on apprend que la régie des eaux est entre les mains des Sénégalais. Mais les Sénégalais ont participé à un appel d'offres.
Ça signifie que nos ordinateurs ne peuvent pas servir seulement pour les Twitter et les Facebook. Voyons aussi toutes les informations, tous les appels d'offres qui passent sur le Congo. Nous avons l'autorité de régulation des marchés publics. Tous les marchés publics maintenant au niveau de la RDC, au niveau du copyright, passent par l'autorité, par les appels d'offres. Donc si nous voulons intervenir, nous voulons participer à la reconstruction du Congo, créons des entreprises d'audit, de gestion qui vont participer à ces appels d'offres et ainsi nous ferons œuvre utile. Merci maman Caroline, comme on dit chez nous, maman Caroline Mawanji. Et certainement un jour on pourra se voir en République démocratique du Congo. Soyez les bien Koya. Merci beaucoup. Ce qui est dit est dit. Alors, nous retenons simplement le message que nos ordinateurs ne servent pas seulement à Facebook et à Twitter, mais que ça serve également à la recherche, à proposer des choses et évidemment aussi à trouver des solutions à certains problèmes qui se posent à nous. C'est ici donc que nous mettons un terme à cette tranche d'informations sur www.telechangu.com et ceux qui nous suivent également à Kinshasa sur Télé 7 et la chaîne républicaine. Portez-vous bien et d'ici là, donc, voilà, comme j'aime le dire, ce qui est dit, peace and love à vous tous. Ainsi soit-il.